Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le tissu nerveux. Et après quelques éléments d'introduction, je vous parlerai des neurones, donc les cellules nerveuses par excellence. Puis nous envisagerons l'étude de leurs connexions, des fibres nerveuses également qui permettent d'aboutir à ces connexions. Et enfin, nous étudierons les cellules gliales, c'est-à-dire des cellules qui sont chargées d'apporter des éléments complémentaires et alimentaires aux neurones en particulier. Alors tout d'abord, en introduction, il faut rappeler que le tissu nerveux est par essence un tissu excitable, constitutif du système nerveux. Ses fonctions sont vitales, c'est-à-dire que ce tissu et ce système est absolument indispensable à la survie de l'individu et même de l'espèce. Ce tissu a pour fonction essentielle de collecter toutes sortes d'informations qui sont des informations de l'organisme lui-même, des informations internes, mais aussi en provenance de l'environnement, c'est-à-dire des informations extérieures ou externes. Pour ce faire, il interroge un certain nombre de capteurs, qui sont des capteurs chimiques, des capteurs mécaniques, des capteurs thermiques, des organes également tournés vers l'extérieur, qui sont les organes des sens, au travers donc de la vision par la rétine, de l'audition, de l'olfaction, de la gustation et du tact. Donc ces informations multiples de nature très variée sont transformées en signaux compréhensibles par les cellules du tissu nerveux, donc principalement les neurones, et cet ensemble de neurones, ce tissu, est capable de traiter de façon pertinente ces informations. C'est-à-dire qu'il va capter, il va intégrer les signaux captés. Ce sont effectivement des signaux qui arrivent en abondance à chaque seconde ou milliseconde de notre existence. Et donc tous ces signaux de nature très variée et d'origine très variée, eh bien, ils vont être intégrés au sein de circuits neuronaux. Et ensuite, ces signaux vont être comparés à de sortes de bases de données internes, essentiellement constituées par les éléments de la mémoire. Et à partir de ces signaux et de la comparaison à des situations antérieures ou bien à des codages innés de l'expérience, eh bien, il y aura une élaboration. Donc après intégration de tous ces signaux et de toutes ces données, il y aura élaboration de réponses adaptées à la situation détectée à l'instant précis. Ensuite, ces réponses, eh bien, elles vont être à l'origine d'informations nouvelles qui seront elles-mêmes intégrées à la base de données, mais qui correspondent également à des réponses qui vont être transmises à des effecteurs donnés. Alors les effecteurs, c'est effectivement les structures, organes qui vont répondre au tissu nerveux, où va s'effectuer, où aura lieu l'effet des réponses produites par le système nerveux. Ces effecteurs pour le système nerveux, ce sont principalement les ensembles musculaires que nous verrons dans un chapitre différent, et également des glandes. Ensuite, le système nerveux n'en a pas terminé pour autant avec la gestion de la situation donnée. En effet, les réponses elles-mêmes qui ont été produites par ces effecteurs seront l'objet de nouvelles analyses. Et donc on aura en quelque sorte un circuit qui va se compléter par la collecte de nouvelles informations, le traitement de ces informations et la comparaison finalement de l'effet obtenu par rapport à l'effet attendu. Donc vous voyez, tout un ensemble de fonctions qui mobilisent en permanence l'ensemble du système nerveux dans toutes ses composantes sensitives, motrices, mémorielles et cognitives. Nous allons voir ensuite quelques éléments de classification. En effet, le tissu nerveux, comme je l'ai dit, est à l'origine constitutif du système nerveux et on peut étudier le système nerveux de différents points de vue. Donc tout d'abord d'un point de vue anatomique, on va distinguer le système nerveux central, qu'on appelle aussi parfois le névrax, qui se compose de l'encéphale, du cerveau, qui est la partie principale de l'encéphale au point de vue du volume, du tronc cérébral, comportant lui-même les pédoncules cérébraux, la protubérance allunaire et le bulbe rachidien, et troisième élément de cet encéphale, le cervelet. Encéphale voulant dire tout ce qui est contenu dans la boîte crânienne comme tissu nerveux. Ensuite,
à côté de l'encéphale, dans le système nerveux central, nous avons la moelle épinière contenue dans le canal rachidien. Ensuite, à côté du système nerveux central, ce système nerveux central est en communication avec les organes périphériques par l'intermédiaire du système nerveux périphérique. Nous rencontrons donc dans ce système nerveux périphérique des ganglions nerveux contenant des cellules nerveuses et des nerfs périphériques. Ça, c'était la classification ou l'aspect anatomique qu'on va retrouver sur ce schéma. Donc dans la tête, dans la boîte crânienne, on trouve l'encéphale, alors avec effectivement la plus grosse partie qui est le cerveau, en arrière le cervelet, le bulbe rachidien, et ce bulbe rachidien se prolonge par la moelle épinière, contenue donc dans l'empilement des vertèbres de la colonne vertébrale. Maintenant, il y a une autre façon d'étudier le système nerveux, c'est d'un point de vue de sa physiologie. Et de point de vue physiologique, on va observer une dichotomie dans le fonctionnement du système nerveux en général, c'est-à-dire qu'on va tout d'abord distinguer ce qui concerne la vie de relation, c'est-à-dire tout ce qui s'effectue de façon consciente et qui suppose une interaction à un moment ou à un autre qui passe dans la sphère du conscient. Ensuite, deuxième option, deuxième partie du fonctionnement du système nerveux central, c'est tout ce qui concerne le fonctionnement interne de l'organisme qu'on ne gère pas d'un point de vue conscient, donc qui est un système nerveux qui est le fonctionnement autonome, c'est-à-dire sans qu'on ait à se préoccuper de savoir comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. On appelle ça également le système nerveux végétatif, et effectivement, on n'a pas réellement à s'intéresser au fonctionnement de notre respiration ou de notre intestin, simplement on a conscience éventuellement des dysfonctionnements, donc des anomalies, des douleurs qui se signalent donc par exemple par des douleurs ou des manifestations diverses. Donc ce système nerveux végétatif ou autonome est lui-même composé de deux systèmes qui fonctionnent en parallèle et parfois de façon quasi antagoniste. C'est le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Donc nous ne verrons pas plus loin, pas plus longtemps ces différentes distinctions. D'un point de vue embryologique maintenant, eh bien, on peut dire que tout le tissu nerveux, donc tout le système nerveux, dérive d'un feuillet embryonnaire qu'on appelle le neurectoblaste. Et enfin, nous allons étudier ce système nerveux plutôt d'un point de vue cellulaire et tissulaire, donc d'un point de vue dit histologique. Et on peut dire que lorsqu'on analyse d'un point de vue histologique le tissu nerveux, eh bien, on peut constater qu'il se compose de deux types cellulaires différents, les neurones d'une part et les cellules gliales qui constituent la névroglie d'autre part. Donc les neurones sont considérés comme les cellules entre guillemets nobles du tissu nerveux. C'est sur eux que reposent toutes les capacités de collection de l'information, d'intégration de ces informations et de production des réponses associées à ces informations. Donc ces neurones sont extrêmement importants, bien sûr, on va reparler un petit peu de leurs propriétés, et un cerveau adulte moyen, disons, compte ou compterait environ 86 milliards de neurones, donc une petite centaine de milliards, principalement d'ailleurs dans le cervelet, 70 milliards, et pratiquement autant ou éventuellement même un peu plus de cellules gliales. Donc une centaine de milliards de neurones, mais il faut bien savoir que chacun de ces neurones s'interconnecte avec de nombreuses cibles, donc peut collecter des informations en provenance de nombreux autres neurones et transmettre ces informations éventuellement à de nombreuses autres cellules. En moyenne, on pense qu'un neurone possède environ 10 000 points de contact avec principalement d'autres neurones. Donc il suffit de multiplier 10 000 par 100 milliards et vous voyez le nombre assez ahurissant de zones de contact cellulaire, et donc vous imaginez donc la richesse des informations transmises à d'autres neurones, et donc finalement la puissance énorme de traitement d'informations de ce cerveau, donc là qu'on peut comparer pour l'instant très favorablement aux meilleurs ordinateurs actuels.
Alors, quelques éléments essentiels en ce qui concerne justement cette centaine de milliards de neurones. Vous savez probablement qu'on estime que les neurones sont des cellules extrêmement différenciées, donc qui ont un tel niveau de différenciation qu'il ne leur est plus possible de se renouveler. Et effectivement, pour l'immense majorité des neurones, eh bien, il n'y a pas de division possible, pas de réplication possible. Et donc, effectivement, une fois qu'un neurone disparaît, eh bien, c'est une cellule qui ne sera pas remplacée. En réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On connaît depuis un certain nombre d'années l'exemple de neurones qui se renouvellent tout au long de la vie. Ce sont les premiers neurones olfactifs notamment. Eh bien, par exemple, les cellules neurosensorielles olfactives se renouvellent parce qu'elles sont en permanence soumises directement à des agressions extérieures et donc finalement elles n'auraient pas une durée de vie suffisante si elles ne pouvaient pas se renouveler régulièrement. Ce n'est pas le cas des neurones du système nerveux central, par exemple, qui sont extrêmement protégés, comme on le verra tout à l'heure. Et puis, au-delà de ces neurones sensoriels, très particuliers, eh bien, d'autres neurones se renouvellent également en permanence. Ce sont des neurones qui sont notamment impliqués dans les phénomènes de mémorisation. Et ça, c'est important parce que finalement, vous savez que notre mémoire, certes, va finir par décliner un petit peu au fur et à mesure de l'avancement de l'âge, mais malgré tout, cette mémoire, elle se renouvelle en permanence quand même. Et donc, on a effectivement ce renouvellement qui est également permanent à petite dose, une dizaine de milliers de neurones par jour, mais quand même qui permet de maintenir et de renouveler un certain nombre de fonctions importantes. Alors naturellement, ce qui vaut pour les neurones ne vaut pas pour les cellules gliales. Les cellules gliales, elles, sont capables de se renouveler. Encore certaines cellules gliales, d'autres cellules gliales ont beaucoup plus de difficultés effectivement pour se renouveler. C'est le cas des cellules qui élaborent certaines gaines essentielles au fonctionnement des neurones. Mais nous y reviendrons un petit peu plus loin. Donc retenez qu'effectivement, la centaine de milliards de neurones que j'ai évoqués, c'est sûrement valable pour un sujet très jeune, et ensuite, au fur et à mesure de l'avancement de la vie, eh bien, on a tendance à perdre un certain nombre de neurones chaque jour. Finalement, ce n'est pas un drame pendant très longtemps, dans la mesure où, lorsqu'un neurone disparaît, eh bien, il y a une certaine plasticité du système nerveux qui existe et qui fait que d'autres neurones sont capables de prendre sa place, de remplacer le neurone défaillant au sein d'un circuit neuronal. Ce qui fait que la fonction elle-même ne dépend pas de la perte d'un seul neurone en général. Le meilleur exemple qu'on peut donner de ce phénomène, c'est le cas de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Eh bien, on considère que les signes cliniques de la maladie d'Alzheimer deviennent nettement perceptibles lorsque environ 75 à 80% des neurones ont disparu. Donc vous voyez que on a une bonne marge de sécurité qui fait que les principales fonctions neuronales, qu'elles soient cognitives, qu'elles soient motrices ou sensitives ou mémorielles, eh bien, sont des fonctions qui peuvent être préservées pendant très longtemps, même avec un nombre relativement fluctuant mais diminuant de neurones. Donc ceci grâce à un phénomène de plasticité du système nerveux. Dernier petit élément que je voudrais apporter ici concernant le renouvellement des neurones. Il faut bien savoir qu'un nouveau-né a un nombre très important de neurones, mais dans les tout premiers mois de sa vie et les toutes premières années, au moment où s'effectue le plus grand nombre d'apprentissages, eh bien, le nombre de neurones va chuter de façon très importante. C'est sûrement au cours des premiers mois de la vie qu'on perd le plus de neurones, et de façon assez brutale. Mais ça, c'est assez normal puisqu'il y a un phénomène de sélection des cellules nerveuses utiles, et donc des cellules nerveuses capables d'être intégrées dans des circuits neuronaux fonctionnels. Et c'est seulement ces cellules-là qui vont être maintenues en vie. Et par contre, ça va être des cellules qui fatalement seront toujours en état d'activité. D'où l'importance de la vascularisation du tissu nerveux, puisque c'est un tissu extrêmement actif métaboliquement.
Nous allons donc parler effectivement maintenant de façon plus précise des neurones ou cellules nerveuses proprement dites. Ce sont des cellules hautement différenciées, nous venons de le dire, elles ne sont plus capables dans la plupart des cas de se diviser, en tout cas une fois qu'elles ont commencé d'établir des contacts nerveux, eh bien elles sont finalement elles sont arrivées au stade ultime de leur vie, c'est-à-dire qu'elles vont fonctionner pendant un temps plus ou moins long, mais en général ça peut être des durées d'action, des durées de survie qui sont de nombreuses années, ce qui est un cas quand même tout à fait unique. Ce sont des cellules excitables, c'est la base même de leur fonctionnement, c'est d'être capable de récupérer des informations qui sont codées de façon électrique, ou plus exactement par des mécanismes de polarisation membranaire, et ces mécanismes de polarisation membranaire sont capables de se transmettre d'un endroit à l'autre de la membrane, donc il y a un transfert d'informations qui s'effectue le long de la membrane du neurone. En réalité, quand on dit cellules excitables, a priori, toutes les membranes ont potentiellement des possibilités d'excitabilité. Cela dépend exclusivement ou très majoritairement des canaux ioniques qu'on peut trouver à la surface de cette membrane. Ensuite, ce sont des cellules excitables, hautement différenciées et spécialisées dans la communication intercellulaire. C'est-à-dire effectivement que ce sont elles qui sont capables de recevoir des signaux de nature chimique ou de nature chimique et de les coder, d'en effectuer un codage en signaux électriques. Ces signaux électriques sont constitutifs de ce qu'on appelle l'influx nerveux. Ce sont donc des ondes de dépolarisation de membrane, donc des transferts d'ions de positifs de l'extérieur vers l'intérieur de la membrane, et ces influx nerveux eh bien, vont être significatifs au sein d'une cellule nerveuse d'un état d'excitation donné. Et cet état d'excitation correspond à la réception d'un signal, et la réception de nombreux signaux va permettre finalement un phénomène d'intégration, c'est-à-dire une modification des états d'activité ou d'inactivité, des états de stimulation ou de repos temporaire des membranes de ce neurone. Et ces signaux finalement correspondent à un codage, donc un codage qui correspond à des successions des trains d'ondes de dépolarisation, des trains d'influx nerveux, dont la fréquence, dont l'amplitude et dont la durée correspondent à un signal nerveux proprement dit. Et ce signal nerveux proprement dit, correspondant encore une fois, à des ondes de dépolarisation plus ou moins intenses, plus ou moins durables et plus ou moins à fréquence plus ou moins élevée, eh bien ces signaux seront transmis à d'autres neurones ou éventuellement d'un neurone à une cellule effectrice, cellule musculaire ou cellule glandulaire, grâce à des intermédiaires chimiques. Et donc là, on a finalement une communication chimique entre des cellules dont au niveau desquelles l'information est codée sur un mode électrique. Donc là, on va avoir finalement au sein des neurones un double phénomène de traduction d'un message chimique en un message électrique, donc l'influx nerveux, et de cet influx nerveux en un autre signal chimique qui sera transmis à une autre cellule. La transmission s'effectue au niveau de zones différenciées du neurone, et ces zones différenciées s'appellent les synapses. Synapses, ça signifie étymologiquement des zones de rapprochement de deux cellules. Et au niveau de ces zones de rapprochement de ces deux cellules, que nous allons étudier un petit peu plus loin, eh bien, il y aura effectivement des transferts d'informations, principalement, pas exclusivement, mais la plupart du temps sur un mode chimique, comme je viens de l'expliquer. Et ce mode de communication est tout à fait essentiel. Il faut bien comprendre que ce mode de communication va permettre une polarisation, c'est-à-dire d'orienter le sens de la communication. Et donc cette polarisation est tout à fait essentielle pour comprendre le bon déroulement de la transmission des informations depuis la réception du signal jusqu'à l'effet constaté, par exemple, au niveau des cellules musculaires ou glandulaires.
Donc, les cellules nerveuses sont des cellules polarisées essentiellement du fait qu'ils utilisent des modes de communication chimique d'une cellule à l'autre, mais ceci va faire que les connexions entre les neurones vont déterminer une polarisation également aussi des circuits neuronaux eux-mêmes. Et donc dans un circuit neuronal, on aura un neurone récepteur, puis un certain nombre de neurones intermédiaires qu'on appelle les interneurones, qui vont véhiculer l'information en la modulant, en la modifiant, vers un neurone effecteur qui transmettra l'information, donc le dernier neurone de ce circuit neuronal, et ce dernier neurone transmettra l'information à une cellule effectrice non neuronale. Et il faut voir donc ainsi le système nerveux comme une collection de neurones assemblés en un certain nombre de circuits neuronaux, en un grand nombre de circuits neuronaux eux-mêmes constitués de plusieurs circuits neuronaux en parallèle. Nos circuits neuronaux ne reposent pas sur une seule chaîne de neurones à la fois, mais il y a bien sûr de nombreux neurones qui vont fonctionner en parallèle, et pour avoir ainsi une redondance et donc une sécurité dans ce mode de fonctionnement. Chaque circuit neuronal va permettre l'accomplissement d'une fraction de fonction ou d'une fonction vitale de l'organisme. Par exemple, on aura des circuits neuronaux pour assurer l'automaticité de la respiration ou du battement cardiaque, donc pour moduler les fréquences de battement cardiaque, ou bien pour assurer la bonne capture du glucose au niveau de l'intestin, et donc ça suppose effectivement un comportement alimentaire, ça suppose une efficacité du péristaltisme intestinal, ça suppose la bonne action des glandes digestives, etc. Donc vous voyez effectivement que ces neurones sont constitutifs de circuits neuronaux qui, eux, vont présenter des fonctions extrêmement précises. Alors, nous allons voir au niveau cellulaire maintenant des éléments de morphologie du neurone. Tout d'abord, les neurones se présentent comme des cellules de dimensions extrêmement variables. Donc de 6 microns, c'est quasiment la taille d'un globule rouge, à plus de 100 micromètres, donc c'est déjà des cellules qui sont quasiment visibles à l'œil nu. Naturellement, comme toute cellule, les neurones sont délimités par une membrane plasmique, et par contre, à la différence de nombreuses autres cellules, le neurone est de forme extrêmement complexe. En effet, on décrit au niveau du neurone un corps cellulaire, on appelle aussi le soma ou le péricaryon, qui s'écrit de différentes manières, comme vous le voyez ici. Donc de ce soma, ou de ce corps cellulaire, émergent des prolongements. Alors, ces prolongements, on les appelle des neurites. Alors, prolongements en nombre très variable d'un neurone à l'autre, on va y revenir, mais en gros, ces prolongements peuvent être de deux types différents. Donc, on a toujours au niveau d'un neurone des dendrites qui sont en général multiples, mais pas toujours, on va le revoir, et ces dendrites sont des prolongements dits afférents. C'est-à-dire qu'au niveau de ces dendrites, eh bien, on va avoir la réception d'un signal, donc d'un signal périphérique, un signal chimique, qui va être capturé donc à l'extrémité ou le long du trajet des dendrites, et qui va être transformé en un signal électrique, donc un influx nerveux, et cet influx nerveux va partir de l'extrémité des dendrites, cheminer le long des dendrites et arriver jusqu'au corps cellulaire. Au niveau du corps cellulaire, l'information est donc complètement intégrée, puisqu'il y a plusieurs dendrites qui peuvent éventuellement y parvenir, comme on va le voir, et ensuite de ce corps cellulaire va émerger un seul axone, donc axone qui est un prolongement dit efférent, c'est-à-dire que l'influx nerveux va partir du corps cellulaire et cheminer le long de cet axone pour aller jusqu'aux extrémités de l'axone. Et aux extrémités de l'axone, eh bien, va s'effectuer le contact de cette cellule nerveuse, de ce neurone, avec un autre neurone ou une cellule périphérique, cellule musculaire ou cellule glandulaire. Donc vous voyez là les éléments de la polarisation neuronale, réception d'un côté, intégration, puis ensuite transmission de cette information après intégration au niveau de l'axone.
Voici le schéma tout à fait classique d'un neurone. Donc il s'agit ici d'un neurone, qu'on l'appellera tout à l'heure neurone multipolaire. Donc au niveau de ce neurone, on a le corps cellulaire, les dendrites qui arrivent à ce corps cellulaire, qui reçoivent les informations par leur extrémité et également le long de leur trajet. Et donc, ils vont, comme ça, ces dendrites, elles vont capturer l'information provenant de différents endroits, de différents lieux, de différents autres neurones ou de différentes sources externes. Et toutes ces informations vont circuler sur la membrane plasmique des dendrites puis du corps cellulaire, et ainsi elles vont être en quelque sorte mixées, mélangées et intégrées. Donc on aura un phénomène de réception et de transmission au niveau du dendrite et d'intégration au niveau des dendrites et du corps cellulaire. Donc les trois premiers éléments. Ensuite, le signal qui va émerger de ce corps cellulaire, eh bien, c'est un signal intégré qui va cheminer le long de l'axone et donc être transmis jusqu'au niveau des synapses qui là seront terminales. Au niveau de l'action et de l'axone, il y a en général ici un phénomène d'arborisation terminale, et donc on aura ici des synapses qui permettront donc l'émission du message, du signal émis par ce neurone en réponse à la réception de nombreux autres signaux. Alors, on va donner ici très rapidement un exemple montrant l'enchaînement des neurones le long d'un circuit nerveux, et on peut prendre l'arc réflexe spinal qui correspond à l'émission, à la succession de deux ou trois neurones. Donc ça, c'est vraiment le circuit neuronal le plus simple, c'est un circuit à deux neurones avec un neurone qui va recevoir une information. Ici, le capteur, c'est un petit organe qui va être sensible à l'étirement d'un muscle. On pourrait avoir aussi un organe similaire logé dans les tendons. On pourrait avoir pour capter des phénomènes d'étirement tendineux. Lorsque le muscle est étiré, ici on va dire par exemple le biceps ici est étiré, eh bien un signal va être émis et capturé au niveau de cette dendrite. Cet influx nerveux est un influx sensitif, il relaie une information venant de l'extérieur, cette information passe dans un premier neurone, qui est le neurone sensitif, et elle va être transmise ensuite à deux systèmes neuronaux différents. Donc on va suivre le système le plus simple. Une partie de l'information va être transmise directement à un neurone effecteur. Ici on avait un neurone sensible qui est le neurone récepteur, le deuxième neurone est un neurone effecteur. Ce neurone effecteur, c'est aussi un neurone dit moteur, parce que, effectivement, recevant l'information du premier neurone, il va aussitôt être stimulé, et cette stimulation va provoquer en réflexe la contraction du muscle qui avait été étiré. Et ce phénomène va avoir un intérêt tout particulier dans la mesure où un étirement excessif d'un muscle provoquerait la destruction de ce muscle. Et donc finalement, le fait d'avoir une contraction immédiate de ce muscle va permettre de limiter l'étirement du muscle, donc par exemple de résister au poids qui s'exerce ici sur l'avant-bras. Donc ça, c'est la première réaction. C'est effectivement une réaction de contraction du muscle concerné par l'étirement. Mais vous voyez que les choses sont bien faites quand même, puisque je vous ai dit qu'à partir du neurone sensitif, il y avait une bifurcation vers un deuxième circuit neuronal, et là, cette bifurcation va provoquer la stimulation d'un autre neurone, qui n'est pas un neurone moteur, mais un interneurone. Et ici, cet interneurone va être un interneurone inhibiteur. C'est-à-dire qu'il va avoir un effet négatif, un effet de blocage, donc d'interrompre un signal. Donc le signal arrivant ici va être transmis à ce neurone inhibiteur, et donc ce neurone inhibiteur, sa fonction c'est d'inhiber. Donc ce neurone va arrêter le fonctionnement d'un autre motoneurone, d'un autre neurone moteur, et vous voyez c'est le neurone moteur qui précisément provoque la contraction du muscle antagoniste au muscle étiré. Ce qui fait que finalement, vous allez avoir d'une part en réponse à l'étirement
du muscle biceps, par exemple, eh bien vous aurez un relâchement du muscle triceps. Donc si le muscle biceps c'était le fléchisseur, le triceps c'est un extenseur, eh bien vous allez avoir un effet maximum dans la mesure où l'étirement du fléchisseur va provoquer la contraction du fléchisseur et la relaxation, le relâchement de l'extenseur. Donc vous allez avoir effectivement comme ça, vous allez éviter de contracter vos deux muscles antagonistes en même temps. Et donc ceci grâce à ce circuit neuronal qui est extrêmement simple. C'est vraiment les exemples les plus simples qu'on peut donner de circuits neuronaux. La plupart du temps, les circuits neuronaux, surtout dans le système nerveux central et dans l'encéphale en particulier, sont beaucoup plus complexes et font intervenir de nombreux neurones collatéraux et de nombreux interneurones. Alors maintenant, on va revenir un petit peu sur la classification morphologique des neurones, donc sur leurs différents aspects possibles. Et cette classification est très simple, donc elle se base principalement sur la taille, sur la forme, mais d'abord sur le nombre des prolongements. Donc on a quelques très rares neurones avec un seul prolongement. Donc là on n'a pas ni dendrite ni axone, on a un prolongement. Donc ce sont des neurones unipolaires. Donc ça existe transitoirement pendant la vie, au tout début de la formation des neurones. Donc prolongement avec une arborisation terminale. Donc ça c'est un neurone qui existe éventuellement sous une forme un peu particulière dans la rétine. Ensuite, on a des neurones dits pseudo-unipolaires. C'est pratiquement la même chose. Vous voyez, du corps cellulaire, on a un seul prolongement, mais assez rapidement, ce prolongement unique va se bifurquer en une dendrite, recevant l'information d'un côté, et un axone, distribuant l'information de l'autre côté. Et ce neurone pseudo-unipolaire, eh bien, c'est exactement le cas je vais revenir sur la vue précédente, c'est exactement le cas de ce neurone sensitif que je vous avais présenté dans l'arc réflexe médulaire ou l'arc réflexe spinal. Donc cellule pseudo-unipolaire, donc il y a bien ici dendrite et axone, mais avec un mode de liaison aux neurones, au corps cellulaire un petit peu particulière. Ensuite, cas des neurones avec deux prolongements, une dendrite d'un côté, un axone de l'autre, donc c'est un cas beaucoup plus répandu, on l'a à différents endroits dans le système nerveux central et on l'a également dans la rétine. Donc collection des informations d'un côté, transmission au corps cellulaire, puis efférence par l'axone ici. Ensuite, les neurones les plus fréquents sont de type multipolaire, donc plusieurs embranchements au niveau de ce corps cellulaire, plusieurs embranchements de dendrites qui vont collecter les informations dans différents endroits de l'espace nerveux. Donc prélèvement ou obtention ou collection des informations, ensuite arrivée par différents points au corps cellulaire, puis ensuite efférence par une seule voie efférence, c'est l'axone unique. Et ici l'exemple qui est pris, c'est le neurone multipolaire de la corne antérieure de la moelle épinière, donc c'est le motoneurone, donc le deuxième neurone de l'axe réflexe spinal qu'on avait vu tout à l'heure. Donc là, c'est un exemple absolument classique. Alors éventuellement, on a plusieurs formes de neurones multipolaires suivant l'aspect du neurone. On peut avoir un aspect en pyramide et on parle des cellules pyramidales. Donc c'est notamment le cas dans le cortex cérébral. On a éventuellement des cellules plus ou moins arrondies. Enfin, on a toutes sortes de formes diverses. Et là, les neurones fournissent effectivement un grand nombre d'images différentes, donc voilà, selon la forme du corps cellulaire, étoilé, fusiforme, conique, sphérique, pyramidaux, etc. Et on s'en tiendra à ça pour la classification morphologique. Maintenant, en ce qui concerne les éléments constitutifs du neurone, eh bien, on va d'abord s'intéresser au corps cellulaire. Ce corps cellulaire, c'est le lieu où se trouve le noyau de la cellule. Le noyau est en général unique. Il y a des cas extrêmement exceptionnel de situations où il peut y avoir deux noyaux, mais en général le noyau est unique, il est volumineux, il est assez sphérique, clair, nucléolé, avec une chromatine assez dispersée. Et ça, c'est des signes. C'est les signes d'une intense activité métabolique. Ce sont des cellules, les neurones sont des cellules qui sont toujours en activité.
Un neurone au repos, finalement, est un neurone qui va bientôt être éliminé parce que, finalement, s'il n'a pas d'activité pendant un temps un peu prolongé, c'est que le circuit neuronal est inutile. Donc, ce neurone va soit être impliqué dans un autre circuit neuronal, donc il va être réutilisé à une autre tâche éventuellement, ou bien il va disparaître. Donc, il y a effectivement la notion de sélection en permanence des neurones et des circuits neuronaux actifs. Donc dire un neurone actif, c'est quasiment un pléonasme. Alors, en ce qui concerne les autres éléments constitutifs du neurone, la membrane, eh bien, elle a un aspect classique, mais elle se signale par un grand nombre de canaux et de transporteurs ioniques. Et ça, c'est effectivement une membrane avec des propriétés fonctionnelles tout à fait caractéristiques, puisque cette membrane doit être capable de créer un potentiel membranaire, c'est-à-dire de créer une différence de potentiel entre l'extérieur et l'intérieur. Donc il y a en permanence des systèmes de pompe qui vont rejeter les cations et qui vont finalement maintenir une différence de potentiel avec un excès d'ion négatif à l'intérieur du corps cellulaire. Et puis cette différence de potentiel va être utilisée pour engendrer et propager des phénomènes de dépolarisation ou d'hyperpolarisation de membrane, et ceci correspondra finalement à l'influx nerveux. Donc lorsque la dépolarisation naît en un point de la membrane, cette dépolarisation va se transmettre de proche en proche. Finalement, les phénomènes de transfert ionique par des canaux ioniques se propageant de canaux ioniques au canal ionique voisin. Alors, à côté de la membrane et du noyau, on a bien sûr toutes sortes d'organites dans le cytoplasme, notamment tout un appareil de synthèse matérialisé par de ce qu'on appelle les corps de Nice. En fait, c'est du réticulum endoplasmique granuleux. Donc, ce qui signale que cette cellule est toujours active, doit toujours de nombreuses protéines à synthétiser. Et des protéines qui vont être envacuolisées au niveau de l'appareil de Golgi et transmises aux différents points du neurone grâce à un système de transfert vésiculaire extrêmement actif. Il s'agit d'une cellule, le neurone est une cellule toujours active comme je vous l'ai déjà dit, donc il y a un énorme besoin de fourniture d'énergie au niveau de cette cellule, et donc les mitochondries sont nombreuses et réparties dans l'ensemble du neurone, et pas seulement dans le corps cellulaire, contrairement au réticulum endoplasmique et à l'appareil de Golgi, qui eux sont concentrés au niveau du corps cellulaire. Ensuite, autre élément tout à fait caractéristique du neurone, c'est le développement du cytosquelette. Vous avez vu cette morphologie très particulière avec un corps cellulaire et des prolongements. L'architecture de ces prolongements doit obligatoirement faire intervenir des éléments de cytosquelette. Et donc dans ce cytosquelette, présent dans le corps cellulaire, présent dans les dendrites et dans l'axone, eh bien on va retrouver les éléments caractéristiques de tout cytosquelette, c'est-à-dire des microfilaments d'actine, des filaments intermédiaires, donc qu'on appelle ici des neurofilaments, et ces neurofilaments vont s'agglomérer en quelque sorte lorsqu'on met en place des techniques de microscopie, et on va les voir à ce moment-là, ils vont constituer ce qu'on appelle des neurofibrilles, bien visibles avec certaines techniques de microscopie. Donc microfilaments d'actine, filaments intermédiaires et microtubules, donc qui sont tout à fait classiques, eh bien, on les appelle parfois des neurotubules. Eh bien, l'ensemble constitue des éléments qui vont participer donc de façon importante au contrôle de la forme des prolongements. Alors, on donne souvent le terme d'arborisation dendritique ou axonale, mais on peut penser effectivement ça peut faire penser à des arbres. La seule différence, il faut bien imaginer que ces structures sont très évolutives. Il ne faut pas imaginer que c'est figé comme la ramure d'un arbre ou l'arbre racinaire. On a effectivement des structures qui sont modulables. Et éventuellement, on peut avoir des fragments de dendrites qui disparaissent et la pousse de nouvelles dendrites par exemple. Lorsqu'un axone est interrompu, eh bien l'axone peut repousser à partir du corps cellulaire.
Alors, il faut bien voir aussi que dans la structure de ce neurone, elle induit un fonctionnement très particulier, puisque la synthèse des protéines a lieu dans le corps cellulaire, pas dans l'axone ou pas dans les dendrites. Or, les protéines, elles sont nécessaires au renouvellement des constituants de l'ensemble de la cellule neuronale, c'est-à-dire aussi bien des constituants du corps cellulaire que des éléments qui sont les plus loin du corps cellulaire, c'est-à-dire les synapses à l'extrémité des axones par exemple. Et donc, pour maintenir l'intégrité et renouveler les terminaisons nerveuses, eh bien, il y a des transferts permanents d'éléments synthétisés dans le corps cellulaire et qui vont aller être transférés jusqu'aux extrémités dendritiques et axonales. Et dans ce cadre-là, eh bien, les microtubules jouent un rôle très particulier, puisque bien sûr ils vont contribuer au maintien de la structure, à donner une structure aux neurones et maintenir cette structure. On a vu les différentes formes possibles, mais en même temps, ils vont avoir un rôle déterminant pour mettre en place un flux neuritique. Donc on parle souvent du flux axonal, mais il concerne bien sûr aussi bien les dendrites que les axones. Et donc ceci va permettre des flux neuritiques, mais bidirectionnels, c'est-à-dire allant du corps cellulaire vers les extrémités, mais en retour, les éléments usagés sont souvent retournés en direction du corps cellulaire pour y être recyclés en particulier ou éliminés. Donc il y a un phénomène de remontée d'éléments qui sont utilisés en périphérie vers le corps cellulaire, et puis il y a également un certain nombre d'informations qui sont captées au niveau de la périphérie, captées sous forme chimique, ou différentes substances qui peuvent être capturées au niveau des terminaisons ou le long du trajet des axones et des dendrites, et qui peuvent remonter ainsi au niveau de l'axone. Un exemple que nous connaissons pratiquement tous, c'est l'exemple de certains virus. Le virus de l'herpès, par exemple, est capturé à la capacité de pénétrer dans les neurones à la faveur des terminaisons nerveuses, souvent au niveau de la muqueuse de la lèvre, par exemple, et depuis ces extrémités dendritiques, en principe, eh bien, elles vont remonter, ces particules virales vont remonter tout le long de l'axone, tout le long des dendrites, pour aller se loger jusqu'au niveau du corps cellulaire, où ce virus est capable éventuellement de s'installer et de se mettre au repos, mais également de se réactiver et de reproduire de nouvelles particules virales qui repartiront en direction des terminaisons dendritiques et qui permettront, ou axonales d'ailleurs, et qui vont permettre de libérer des nouvelles particules virales actives qui pourront réaffecter d'autres terminaisons. Donc ça c'est un cas pour les virus, mais bien sûr c'est un cas un petit peu particulier que j'ai pris à dessein. Donc en fait on a effectivement une transmission, des transferts le long des microtubules, et en général avec une grande vitesse, plusieurs millimètres ou dizaines de millimètres par jour, ce qui est énorme à l'échelon cellulaire. Donc transmission de toutes sortes d'éléments, des canaux ioniques, par exemple, des protéines du cytosquelette, des enzymes, des organites, des vésicules, etc. Alors, il y a bien sûr d'autres organites qui sont absolument classiques, du réticulum endoplasmique lisse, impliqué dans le métabolisme des membranes notamment, des lysosomes, puisque les lysosomes sont des éléments qui vont un petit peu permettre le nettoyage des éléments usagés à l'intérieur du corps cellulaire. Comme on a vu que les neurones étaient des cellules à très haute, très grande, très longue durée de vie, eh bien il faut bien évidemment qu'il y ait des éboueurs dans le cytoplasme de ces cellules qui vont nettoyer, qui vont détruire toutes les substances éventuellement toxiques, tous les résidus, tous les déchets du métabolisme. Et donc les lysosomes jouent un rôle important. Et de l'activité de ces lysosomes, eh bien, vont naître assez souvent un certain nombre de résidus non métabolisables, et donc par exemple qui vont donner des amas de pigments jaunâtres dont l'abondance augmente avec l'âge sans effet pathogène.
Et puis certains neurones sont parfois pigmentés, donc notamment dans ce qu'on appelle la substance noire, hein, parce qu'il y a de la mélanine, et le locus ceruleus, donc la substance bleue, donc locus ceruleus, qui également possède un certain nombre de pigments. Voilà. En général, on ne trouve pas de centrosome au niveau des neurones, mais ça c'est un petit peu anecdotique. Donc voilà, ça c'est au niveau de la constitution en organite des neurones. Maintenant, une ou deux images de microscopie photonique pour que vous ayez un petit peu l'idée de à quoi ressemblent des neurones. Ici, ce sont des motoneurones très très typiques, hein, c'est les neurones de la corne antérieure de la moelle épinière, toujours les mêmes neurones moteurs, hein, qu'on a vu tout à l'heure, avec un aspect plus ou moins multipolaire. Ici, ils ne sont pas très multipolaires, mais on a donc effectivement plusieurs points de départ de prolongement, ici 2, ici 3, ici 2. Ça peut être éventuellement un peu plus spectaculaire, mais là la coupe est assez fine. Et au niveau de cette préparation, on a centré sur des corps cellulaires, ici, là, et un autre fragment ici. Et dans ces corps cellulaires, on va voir notamment le gros noyau volumineux clair, le nucléole, et dans le cytoplasme, eh bien, on a des amas violacés qui constituent ce qu'on appelle les corps de Nissl. On a utilisé une coloration très simple, qui est la coloration de Nissl, est très utile et très intéressante au niveau du système nerveux, du tissu nerveux. Donc on a les corps de Nissl qui correspondent au réticulum endoplasmique granuleux, c'est-à-dire à l'appareil de protéosynthèse. Et donc vous voyez on a des cellules qui ne sont pas des cellules vraiment glandulaires, mais pourtant vous voyez l'énorme développement, l'énorme abondance de ce matériel violacé qui correspond donc au réticulum endoplasmique granuleux. Ici, autre technique de mise en évidence et d'analyse du tissu nerveux en microscopie photonique, donc assez conventionnelle. Ici, c'est toujours dans la corne antérieure de la moelle, à plus faible grossissement. Vous voyez des neurones clairement multipolaires ici, hein. Et donc, on a mis en évidence cette fois-ci non pas les organites tellement internes, on voit toujours le noyau, on voit toujours le nucléole, il y a une contre-coloration, mais ce qu'on a mis en évidence surtout, c'est les neurofibrilles. Donc on a imprégné les filaments intermédiaires avec une imprégnation métallique, en général des sels d'argent, et on voit très bien ces fibrilles qui constituent les axones et les dendrites, hein, donc qui suivent bien le trajet des axones et des dendrites. Et ça, c'est une technique intéressante si on veut justement étudier la morphologie des neurones peut-être, mais surtout leur branchement avec d'autres neurones. Ici, le schéma très simple en microscopie électronique, hein, juste pour rappeler le noyau, le nucléole, la chromatine essentiellement euchromatine, hein, chromatine dispersée. Ensuite, dans le cytoplasme, les corps de Nissl, abondants, l'appareil de Golgi, souvent fragmenté également, ici par exemple, les très nombreuses mitochondries, des granulations diverses, hein, donc éventuellement des pigments, mais aussi du glycogène, éventuellement, enfin toutes sortes d'inclusions diverses, parfois même des lipides, et puis bien sûr les tubules, microtubules, les filaments intermédiaires à différents endroits, donc tous les éléments du cytosquelette. Et bien sûr, le long de la membrane plasmique, des zones différenciées qui correspondent aux synapses que nous allons voir après. Alors justement, ces synapses sont précisément des zones spécialisées où va s'effectuer le rapprochement de deux cellules permettant une transmission du signal d'une cellule à l'autre, donc ce signal étant codé sous forme d'influx nerveux, donc train d'onde de dépolarisation, de fréquence, d'amplitude et de durée variable. Cette variabilité, ces variations constituant la spécificité du signal. Chaque synapse comporte trois éléments de structure. On va parler d'un élément présynaptique et d'un élément postsynaptique séparés par une fente synaptique. Alors, pour être un peu complet, il faut signaler qu'on va distinguer deux types de synapses différentes, des synapses électriques et des synapses chimiques. On va présenter très rapidement en comparant ces deux types de synapses. Les synapses électriques sont en fait des zones
de rapprochement où on va observer entre les membranes rapprochées de ces deux cellules, l'élément pré et l'élément postsynaptique, où on va trouver en réalité des sortes de canaux protéiques qui vont réunir les deux membranes. Donc ces canaux vont permettre à des molécules de petite taille de passer librement d'une cellule à l'autre. Et dans les molécules de petite taille, eh bien, on a notamment les ions. Ce qui fait que si vous avez une dépolarisation ici avec un afflux de sodium dans la cellule, dans l'élément présynaptique, cet afflux de sodium eh bien, va se transférer à la cellule postsynaptique et la dépolarisation de la membrane présynaptique va donc être suivie par la dépolarisation de la membrane postsynaptique. Donc le signal va se transmettre directement de la cellule présynaptique à la cellule postsynaptique. Et donc ça va se faire de façon très rapide, donc en 100 microsecondes, beaucoup plus rapidement finalement que dans le cas de la synapse chimique. Mais éventuellement, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que si la dépolarisation touche la cellule postsynaptique, eh bien, de la même manière, elle va se transférer par les flux ioniques à la cellule dite présynaptique. Donc là, on va avoir un mécanisme, une zone de transmission d'informations non directionnelle. Et donc là, on va effectivement être en désaccord avec le principe de polarisation des circuits neuronaux. Donc c'est effectivement, en réalité, ces synapses électriques, ils vont permettre notamment d'associer deux circuits neuronaux en parallèle, et donc éventuellement ça va être plus un mécanisme de communication entre des neurones branchés en quelque sorte en parallèle. Alors, par opposition à la synapse électrique, qui est très minoritaire dans le système nerveux, c'est vraiment une petite fraction des synapses, on aura donc, par opposition à ces synapses électriques, on aura des synapses chimiques, au niveau desquelles l'élément pré et l'élément postsynaptique sont clairement asymétriques. Donc là, on avait une certaine symétrie pour la synapse électrique, on a une véritable asymétrie pour la synapse chimique. On va donc distinguer un élément présynaptique au niveau duquel on trouvera un élément constitutif caractéristique qui sont des microvésicules synaptiques. Ensuite, au niveau de la cellule postsynaptique, eh bien, on va avoir une surface de réception du signal, le signal étant contenu dans ces vésicules synaptiques qui contiennent donc le neurotransmetteur, appelé ici neuromédiateur. Et donc le neurotransmetteur ou neuromédiateur, libéré par l'élément présynaptique en réponse à l'arrivée de l'influx nerveux, eh bien ce neuromédiateur va circuler, va diffuser dans la fente synaptique qui sépare l'élément pré et l'élément postsynaptique, et ce neuromédiateur va ensuite aller agir sur des récepteurs localisés dans la membrane postsynaptique. Ce qui fait que à partir de l'arrivée d'un signal électrique dans l'élément présynaptique, vous voyez qu'il y a tout un ensemble de mécanismes qui doivent survenir, donc ouverture des vésicules synaptiques de la membrane, diffusion du neurotransmetteur, action sur les récepteurs pour que ces récepteurs puissent à leur tour ouvrir ou fermer un certain nombre de canaux ioniques et provoquer éventuellement une dépolarisation de la membrane postsynaptique ou bien au contraire une hyperpolarisation de la membrane postsynaptique, ceci pouvant correspondre à la naissance d'un nouvel influx nerveux dans la cellule postsynaptique ou au contraire à l'inhibition de cette cellule postsynaptique. Donc tout ça, tous ces éléments complexes vont introduire un délai dans la transmission de l'influx nerveux. Et vous voyez ce délai, il est autour de la milliseconde, donc ça veut dire que la transmission est à peu près 10 fois plus lente que dans le cas de la synapse électrique. Mais clairement, cette fois-ci, la transmission ne s'effectue que dans un seul sens. Elle va de l'élément présynaptique vers l'élément postsynaptique. Alors, transmission de l'information, ça ne veut pas dire stimulation. Ça veut dire que l'élément présynaptique est stimulé, mais en réponse à cette stimulation, la réponse à cette stimulation peut être une inhibition dans la cellule postsynaptique. Ça peut être un signal positif ou négatif. Ce signal
positif ou négatif dépend du neurotransmetteur de l'élément présynaptique, dépend de la nature du signal électrique qui arrive au niveau de cette terminaison synaptique, mais elle dépend donc du neuromédiateur, mais également du type de récepteur à ce neuromédiateur. Donc il y a des neuromédiateurs plutôt excitateurs et d'autres plutôt inhibiteurs, on y reviendra. Et pour ces récepteurs, pour ces neuromédiateurs, eh bien, on peut avoir, dans certains cas, des récepteurs qui vont fournir une réponse positive ou négative à un neurotransmetteur donné. Donc vous voyez des couples médiateurs-récepteurs qui vont déterminer effectivement si le signal sera transmis en tant que tel, positif vers un signal positif de la cellule postsynaptique, ou bien éventuellement ce signal sera inversé, c'est-à-dire qu'un signal électrique dans la cellule présynaptique peut provoquer une inhibition du signal électrique dans la cellule postsynaptique. Alors, on va s'intéresser à l'aspect cytologique, donc ultrastructural, puisque ce sont des éléments de très petite taille, de quelques dizaines de quelques dixièmes, de micromètres, c'est très petit. Donc, on va s'intéresser donc aux constituants ultrastructuraux au niveau de la région présynaptique et au niveau de la région postsynaptique. Dans la région présynaptique, ici, on va prendre l'exemple le plus typique d'une terminaison axodendritique, c'est-à-dire entre une terminaison d'axone et une certaine région différenciée d'une synapse, par exemple ce qu'on appelle une épine dendritique. Mais ça peut être l'extrémité de la dendrite ou ça peut être aussi bien un corps cellulaire. Donc on aura finalement un élément présynaptique, un élément postsynaptique, avec une zone de rapprochement correspondant à une membrane présynaptique et une membrane postsynaptique, et entre membrane présynaptique et postsynaptique se trouve l'espace de la fente synaptique. L'élément présynaptique comporte un certain nombre d'éléments caractéristiques, de constituants caractéristiques. Il va toujours comporter des mitochondries et du cytosquelette, mais pas de microtubules, ou plutôt de l'actine. Ensuite, on aura de façon très visible des vésicules synaptiques. On parle parfois aussi de microvésicules. Elles sont donc exclusivement présynaptiques. Ensuite, on va observer que la membrane présynaptique est assez caractéristique. Elle est très épaisse. Et en effet, la partie interne de cette membrane est beaucoup plus épais, beaucoup plus dense aux électrons que dans le cadre du reste de la membrane plasmique. On va y observer effectivement aussi des zones qui sont des sortes de petites surélévations, des sortes de petits cônes qui vont hérisser la face interne de cette membrane et où les vésicules synaptiques vont pouvoir venir s'accrocher. Donc c'est les espaces où les vésicules vont venir s'accrocher à la membrane et pouvoir ainsi fusionner avec la membrane de surface et libérer leur neuromédiateur. Donc, au niveau de l'espace de l'élément présynaptique, la membrane présynaptique très différenciée, les microvésicules synaptiques, les mitochondries, les éléments du cytosquelette, mais essentiellement actine, les microtubules s'arrêtant au niveau de la terminaison axonale. Ici, on va voir une vue en microscopie électronique, donc c'est toujours un tout petit peu compliqué la microscopie électronique. On a la zone d'une synapse ici, on reconnaît la région synaptique, les microvésicules synaptiques, on est donc du côté présynaptique, une mitochondrie. Donc la membrane présynaptique, on va la mettre en surbrillance ici. Donc c'est allé à peine vite. Voilà la membrane présynaptique en bleu clair, les vésicules synaptiques en rouge, et la membrane postsynaptique en bleu foncé. Donc voici les différents éléments de la synapse et on va s'intéresser maintenant à l'élément postsynaptique. Alors pardon, on va continuer un petit peu avec les vésicules, excusez-moi. Donc les vésicules synaptiques sont classées par taille, par forme, par densité. Mais ce qui est important dans ces vésicules synaptiques, c'est bien sûr la nature des neurotransmetteurs. Et donc cette nature des neurotransmetteurs conditionne d'ailleurs la taille, la forme et la densité du contenu.
Alors, il faut dire surtout que les neurotransmetteurs, en général, on a un neurotransmetteur classique, dit classique ou conventionnel, ou dit encore canonique. Il est ce neurotransmetteur qui est unique dans le neurone. Donc on va revenir sur les différentes classes de neurotransmetteurs, mais ce neurotransmetteur est assez souvent associé avec d'autres molécules qu'on appelle des neuromodulateurs qui vont compléter l'action du neurotransmetteur selon des modalités très particulières. Donc, dans une même synapse, on aura des vésicules contenant un neurotransmetteur donné et d'autres vésicules qui vont contenir ce même neurotransmetteur assez souvent, mais surtout associé à un ou des neuromodulateurs. Donc là, c'est un cas tout à fait banal. Donc les vésicules synaptiques, encore une fois, suivant leur taille et leur forme, on a des microvésicules à centre clair, et là c'est le cas des synapses à acétylcholine ou à glutamate comme neurotransmetteurs. Des microvésicules à centre plus dense, à ce moment-là on a ce qu'on appelle des monoamines, noradrénaline, dopamine, sérotonine. On peut avoir des vésicules ovalaires, et ça, à centre clair d'ailleurs, et là c'est des synapses à GABA, et enfin des synapses avec des vésicules mixtes, donc des microvésicules, par exemple ici à centre clair, sphériques à centre clair, et puis des vésicules plus grosses, en général situées de façon plus collatérale et éventuellement moins nombreuses, qui contiennent les neuromodulateurs, souvent des peptides, souvent des neuropeptides, le plus souvent des neuropeptides, et qui peuvent contenir aussi le même neurotransmetteur que les microvésicules. Donc on peut avoir des aspects dits mixtes. Alors comment fonctionnent ces microvésicules? Eh bien, on va avoir un certain nombre de stades successifs. Tout d'abord, le déclenchement de la neurotransmission va s'effectuer après l'arrivée du potentiel d'action, donc de l'influx nerveux. Ce potentiel d'action, eh bien, c'est effectivement un train d'onde de dépolarisation de la membrane de la terminaison synaptique. Et cette dépolarisation, qui va arriver jusqu'à la membrane présynaptique, va provoquer l'ouverture de canaux ioniques particuliers, qui sont les canaux calciques. Et des canaux calciques qui vont donc dépendre de l'influx nerveux, donc du voltage, et le calcium va pénétrer dans la terminaison présynaptique, et c'est ce calcium qui va provoquer l'exocytose des microvésicules dans la fente synaptique. Donc les microvésicules synaptiques, elles subissent un certain cycle, c'est-à-dire qu'elles vont en permanence être remplies par le neurotransmetteur. Le neurotransmetteur est produit sur place grâce à des enzymes qui vont tantôt produire de l'acétylcholine dans les neurones dits cholinergiques, ou bien de la dopamine dans les neurones qu'on appelle dopaminergiques, ou le GABA dans les neurones qu'on appelle GABAergiques. GABA, c'est pour acide gamma-aminobutyrique. Et donc on aura effectivement une production permanente de ce neurotransmetteur et un remplissage des vésicules. Lorsque l'influx nerveux arrive, les vésicules vont aller se transporter, se transloquer vers la membrane présynaptique, vers les régions actives de la membrane présynaptique. Et elles vont ensuite s'arrimer à cette membrane ou s'ouvrir au niveau de la fente synaptique grâce à un phénomène de fusion de membrane. Et à ce moment-là, on aura libération du neurotransmetteur qui va diffuser dans la fente synaptique. Et à ce moment-là, les membranes des vésicules synaptiques vont se refermer et les vésicules synaptiques vont se recycler, vont aller se faire remplir à nouveau du neurotransmetteur dans la même terminaison synaptique. Alors, c'est, comme je vous le disais, dans les grandes vésicules synaptiques qui sont souvent associées aux microvésicules synaptiques, on va trouver des neuropeptides, donc des neuromodulateurs, qui peuvent être de nature très variable, plus de 100 différents. Par exemple, des morphines endogènes,
des différentes hormones comme l'ocytocine, la vasopressine, etc., la substance P, les neurokinines ou différents types de peptides, et qui vont, comme leur nom l'indique, finalement moduler l'activité des produites par les neurotransmetteurs. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que les deux types de vésicules vont fonctionner de façon un petit peu différente. On a vu que les microvésicules synaptiques s'ouvraient dans la fente synaptique directement, alors que les grosses vésicules, elles vont s'ouvrir de façon un petit peu collatérale, comme je vous le disais tout à l'heure. Elles ne se recyclent pas sur place, ces grandes vésicules synaptiques, parce qu'elles sont remplies d'un neuromodulateur qui n'est pas produit sur place, mais qui est produit dans le corps cellulaire. Donc la synthèse des neuropeptides s'effectue dans le corps cellulaire, et ces grosses vésicules vont circuler le long des prolongements, principalement le long des axones. Et ensuite, on va avoir une constitution particulière des vésicules, mais peu importe, et puis surtout leur ouverture à la membrane, c'est-à-dire l'exocytose de ces vésicules, n'est pas directement provoquée par l'influx du calcium dans les cellules, dans la terminaison synaptique. Donc là, les modes de couplage et d'ouverture de ces vésicules synaptiques n'obéissent pas tout à fait aux mêmes règles. On va parler de la fente synaptique, mais rapidement. Vous voyez qu'elle fait 20 à 30 nanomètres d'épaisseur. C'est un espace de diffusion des neurotransmetteurs entre la membrane présynaptique et la membrane postsynaptique. Donc cet espace de diffusion induit un temps de transit, qui est un temps de latence, dans la neurotransmission, qu'on a vu qui était voisin de 1 milliseconde, ce qui est quand même assez énorme. Alors, il faut savoir également, je vais revenir juste sur la précédente, que non seulement cette fente synaptique induit un temps de latence, mais elle peut avoir une autre fonction, c'est-à-dire qu'elle va contenir également des enzymes de dégradation du neurotransmetteur. Alors pourquoi ? Eh bien pour permettre que la durée d'action du neurotransmetteur ne soit pas trop importante. Donc effectivement, l'intérêt de la neurotransmission chimique, c'est de pouvoir obéir finalement aux ordres apportés par les ondes de dépolarisation, donc par l'influx nerveux qui arrive dans l'élément présynaptique. Or, ces trains d'ondes peuvent être extrêmement rapides, donc il faut que le phénomène chimique soit également un phénomène assez rapide. Même si il est un petit peu retardé, il faut quand même que les temps de réaction soient compatibles avec les temps de fonctionnement du neurone. Si on n'avait pas ce mode de destruction rapide du neurotransmetteur, eh bien les neurotransmetteurs agiraient pendant un temps très long sur les récepteurs de la membrane postsynaptique, et donc naturellement le système ne serait pas du tout un système réactif qui est une des principales qualités du système nerveux central. Maintenant, pour l'élément postsynaptique, eh bien la membrane postsynaptique renferme les récepteurs aux neurotransmetteurs, donc là c'est un élément important, renferme également des récepteurs aux neuromodulateurs. On va également trouver au niveau de cette membrane postsynaptique, selon les cas éventuellement, des enzymes de destruction des neurotransmetteurs. Il n'y en a pas seulement dans la fente synaptique, mais surtout, ce qui est important, c'est effectivement quand même les récepteurs spécifiques. Et comme je vous l'ai déjà dit, pour un même neurotransmetteur, on peut avoir plusieurs neurorécepteurs différents. Et on va trouver notamment deux grandes classes de récepteurs, donc des récepteurs qu'on appelle des récepteurs canaux ou récepteurs ionotropiques. Et ces canaux ioniques vont, comme leur nom l'indique, laisser passer des ions lorsqu'ils vont être ouverts, mais cette ouverture est contrôlée par l'arrivée du neurotransmetteur. Donc ce sont les récepteurs qui vont recevoir leur neurotransmetteur. L'arrivée du neurotransmetteur va provoquer effectivement l'ouverture du canal ionique tant que le neurotransmetteur est en concentration suffisante. Donc on a ici des récepteurs qui sont ligands dépendants. Donc les canaux ioniques dont l'ouverture dépend de l'arrivée du ligand. Le ligand étant ici le neurotransmetteur. Donc
ces canaux ioniques donc, sont éventuellement des canaux à sodium, par exemple pour les récepteurs de l'acétylcholine ou du glutamate. Donc ces canaux à sodium dont l'ouverture va permettre l'entrée massive de sodium dans la cellule et donc va permettre de dépolariser temporairement la membrane de la cellule cible. Donc ce sont des synapses excitatrices puisqu'on va avoir une dépolarisation membranaire et donc en quelque sorte là on aura un couplage positif entre l'élément pré et l'élément postsynaptique. C'est-à-dire que la dépolarisation de la membrane présynaptique va entraîner secondairement, grâce à l'intervention du neurotransmetteur et à l'ouverture des canaux ioniques sodium, des canaux sodiques de la membrane postsynaptique, donc va provoquer l'ouverture de ces canaux ioniques et donc une excitation de la membrane de neurones postsynaptiques. Donc on aura donc effectivement une excitation du neurone récepteur. Alors il faut savoir que immédiatement après l'influx de sodium, il y aura un efflux de sodium, un efflux actif de sodium. L'entrée est rapide et passive, l'efflux est un peu plus lent mais il est actif, c'est-à-dire qu'il y a des pompes à sodium qui rejettent le sodium qui vient d'entrer dans la cellule pour faire cesser immédiatement cette onde de dépolarisation. Cette onde de dépolarisation qui va se transmettre de proche en proche le long de la membrane grâce à des canaux ioniques qui là seront eux sensibles à l'inversion du voltage, à l'inversion du potentiel membranaire. Et donc à ce moment-là, effectivement, de proche en proche, on va voir naissance d'une véritable onde de dépolarisation qui va cheminer sur toute la membrane du neurone postsynaptique. Donc les canaux sodiques, pour commencer, ils sont typiques effectivement des synapses excitatrices. Deuxième possibilité, des canaux à anions, des canaux anioniques, et principalement des canaux à chlore, qui sont associés à des récepteurs GABAergiques ou glycinergiques. Et l'ouverture des canaux chlore provoque l'entrée d'un ion négatif, le chlore, qui va augmenter l'électronégativité du cytoplasme par rapport à l'extérieur. Donc c'est une hyperpolarisation de membrane et donc effectivement cette membrane deviendra plus réfractaire à des stimulations. Donc on va avoir une inhibition de la dépolarisation du neurone récepteur et donc on aura une synapse inhibitrice. C'est-à-dire que l'activation du neurone présynaptique provoquera l'inhibition, donc le blocage ou l'interruption du fonctionnement du neurone postsynaptique. À côté de ces récepteurs ioniques, on va maintenant distinguer des récepteurs dits métabotropiques. Donc ce ne sont pas des canaux ioniques, mais des récepteurs qui vont fonctionner grâce à une protéine membranaire de la famille des protéines G. Et donc là, on aura des effets différents, un peu retardés, sur des cascades métaboliques intracellulaires au niveau du neurone récepteur. Donc ces récepteurs métabotropiques vont fonctionner en général à plus long terme, et ça peut être des récepteurs aux neurotransmetteurs classiques, au glutamate par exemple, et principalement, mais éventuellement, et c'est très souvent aussi, les récepteurs aux neuromodulateurs sont de type métabotropique. Alors, on a vu l'élément présynaptique et l'élément postsynaptique. Eh bien, cet élément présynaptique est la plupart du temps de nature axonique ou axonale. L'élément postsynaptique, par contre, peut être très variable. C'est le plus souvent statistiquement une dendrite, et donc on aura des synapses axodendritiques. Et donc, ces synapses axodendritiques se font soit sur l'extrémité des dendrites, soit sur des épines dendritiques, qui sont des petites expansions dendritiques, des protrusions qu'on appelle les épines, et il peut y avoir plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'épines dendritiques sur les dendrites d'un même neurone. Éventuellement, la synapse peut s'effectuer directement entre une terminaison axonale et un corps cellulaire, on parle de synapse axosomatique, et éventuellement, dans des cas plus rares, mais non négligeables, la terminaison axonale peut s'effectuer sur l'axone d'un autre neurone, ou bien l'axone du même neurone à un autre endroit. Et finalement, avec ces synapses axo-axoniques ou axo-axonales, eh bien, on aura un dispositif d'inhibition
du fonctionnement axonal, et donc on aura un phénomène qu'on appelle le phénomène d'inhibition présynaptique. C'est un moyen de contrôler également la durée de stimulation au niveau d'un neurone. Alors, un schéma juste pour montrer les différentes localisations des synapses. Donc, des synapses qui sont éventuellement des synapses terminales ou des synapses en passant. Donc, synapse terminale axone dendritique, comme ici. Vous voyez cet axone qui se termine au contact d'une dendrite, ou bien au contact d'épines dendritiques. Ici, par exemple, c'est une synapse un peu complexe. Ou bien, donc c'est une synapse axodendritique, une autre synapse sur des épines dendritiques plus ou moins complexes. Ensuite, synapse axosomatique, ici ou là par exemple, et synapse éventuellement dite en passant, c'est-à-dire que ce n'est pas des terminaisons qui sont mises en contact, mais éventuellement des synapses qui se mettent en place le long du trajet même de la fibre. Comme vous voyez ici, une synapse en passant entre un axone et une dendrite, et ici entre un axone et une autre dendrite. Donc vous avez ici effectivement différents types de synapses terminales ou dites en passant. Alors, quelques éléments pour récapituler un petit peu ce qu'on vient de dire sur les synapses. On a vu qu'il y avait des synapses dites électriques et des synapses chimiques. Les synapses électriques sont le fait de jonctions communicantes. Alors, ces jonctions communicantes, elles n'existent pas seulement entre des neurones, elles existent également entre des cellules épithéliales ou entre des cellules glandulaires. Ce n'est pas le propre des neurones. Par contre, les synapses chimiques sont beaucoup plus caractéristiques des neurones. Ils impliquent obligatoirement un neurone. Donc, dans ces synapses chimiques, elles sont caractérisées par la présence d'un neuromédiateur qui peut être parmi lesquels on trouvera toujours un neurotransmetteur dit classique ou canonique ou conventionnel, neurotransmetteurs qui sont des éléments moléculaires de petite taille, peu nombreux. On a de l'acétylcholine, les monoamines, les acides aminés, donc acétylcholine, monoamine c'est la dopamine et l'adrénaline ou la sérotonine par exemple. Les acides aminés, c'est le GABA ou la glycine. Éventuellement on a des synapses à ATP, mais en gros ça c'est les neurotransmetteurs. Il y a quelques classes de neurotransmetteurs classiques, et par exemple le glutamate et le GABA, qui sont les neurotransmetteurs aminergiques, eh bien ce GABA et ce glutamate représentent à eux seuls plus de presque 90% ou 85% peut-être des synapses du système nerveux central. Donc vous voyez que c'est très majoritaire. Donc ces neurotransmetteurs classiques sont contenus dans des microvésicules synaptiques d'aspect varié, on l'a vu. Ils sont produits localement, c'est-à-dire dans les terminaisons elles-mêmes, grâce à des enzymes qui sont, elles, importées depuis le corps cellulaire. Ils ont une action également locale, donc ils vont agir sur la membrane postsynaptique, donc grâce à la transmission synaptique et grâce au fait que ils trouvent des récepteurs adaptés au niveau de la membrane postsynaptique après un temps de transfert de la fente synaptique. Ces récepteurs peuvent être de nature variée pour un même transmetteur, ce qui permet à un même transmetteur d'avoir des effets différents selon la cible. Alors un neurone ne peut renfermer qu'un type de neurotransmetteur, mais par contre dans les terminaisons, suivant les terminaisons d'un neurone, vous pouvez avoir plusieurs récepteurs à un même neurotransmetteur. Les effets d'un neurotransmetteur classique se manifestent par des modifications du potentiel de membrane, donc par une activation d'un influx nerveux ou par une inhibition d'un flux nerveux, suivant qu'on ait affaire à des synapses activatrices ou inhibitrices. Parallèlement à ces neurotransmetteurs classiques, on va trouver aussi des neuromodulateurs très nombreux, rassemblés ou composant plusieurs familles, qui sont donc ces neuromodulateurs associés à des neurotransmetteurs et contenus dans des vésicules différentes par leur origine, produite dans le corps cellulaire, par leur localisation
différentes dans la terminaison synaptique, par le fait qu'ils ne vont pas seulement agir localement au niveau de la synapse elle-même, mais que ces neuromodulateurs sont capables, pour certains, de diffuser à distance plus ou moins grande de la synapse pour aller interférer avec un grand nombre de terminaisons synaptiques. Donc on a également pour un même neuromodulateur la possibilité qu'il rencontre des récepteurs différents avec des actions un peu différentes, et cette action en général est une action plus lente, plus durable, grâce à la présence de récepteurs de type métabotropique, grâce également à l'absence d'enzymes de destruction de ces neuromodulateurs. Et en général, on n'a pas d'effet direct sur le potentiel membranaire, mais des effets indirects, donc modulateurs, des effets des neurotransmetteurs classiques. Ces neuromodulateurs sont associés, sont colocalisés avec des neurotransmetteurs classiques. On va laisser de côté d'autres neuromédiateurs de type gazeux. Ici, on a parlé du monoxyde d'azote, mais il y a également le monoxyde de carbone, qui sont des gaz qui sont capables effectivement de moduler, d'avoir un effet modulateur sur l'action de différents neurotransmetteurs, le glutamate en particulier. Et donc là, on a un mode de fonctionnement qui est tout à fait différent dans la mesure où il y a une diffusion de ces agents neuromédiateurs gazeux, diffusion importante, un temps d'action très court parce qu'ils sont des molécules très réactives, et également un effet de diffusion, ce qui empêche tout effet de polarisation. Nous allons nous intéresser pour terminer aux fibres nerveuses, pour terminer l'étude des neurones. Donc les fibres nerveuses, ce sont effectivement tout d'abord ce qu'on a vu, les neurites, axones ou dendrites. Mais ces axones ou dendrites sont nus ou éventuellement entourés d'une gaine cellulaire. Donc l'axone, c'est un prolongement unique. On l'appelle aussi le cylindraxe parce que son calibre est en général assez régulier tout au long de son trajet. Il s'implante sur le corps cellulaire au niveau de ce qu'on appelle le cône d'implantation, appelé cône de Dwyer chez les francophones. Et la longueur de ce prolongement est très variable. Ça peut être quelques microns, mais ça peut être aussi beaucoup plus. Les axones de certains neurones qui vont innerver des muscles de la plante du pied ou de l'espace au niveau des orteils, eh bien, ces axones proviennent de la moelle épinière, et on peut avoir un trajet entre le corps cellulaire et l'axone de plus d'1 mètre. Donc là, c'est effectivement énorme quand on considère que ce sont des structures dont le calibre est de quelques micromètres pour ces neurones moteurs, éventuellement des membres inférieurs. Donc là, on a effectivement un facteur de forme très particulier, et donc on a un prolongement qui peut être unique, en général assez lisse, mais éventuellement il peut posséder des petites varicosités, des petites dilatations, et éventuellement on peut observer quelques branchements collatéraux. Ce n'est pas tout à fait le cas dans les nerfs périphériques, mais plutôt dans le système nerveux central. On a ensuite une déterminaison synaptique portée en général au bout d'une arborisation terminale assez courte. Et cette arborisation terminale va s'achever au niveau de ce qu'on appelle des boutons terminaux qui vont contenir la synapse proprement dite. Vous savez qu'au niveau de cet axone, l'influx nerveux provient du corps cellulaire et va cheminer tout le long du prolongement jusqu'à la terminaison. Et donc c'est une conduction cellulifuge de l'influx, puisque le point initial est au niveau du corps cellulaire, et elle va avoir tendance à s'éloigner, effectivement, cette onde de dépolarisation ou ce train d'onde de dépolarisation vont s'éloigner du corps cellulaire en direction des extrémités. Pour les dendrites, le développement est très variable. Il peut être énorme et que finalement le volume dendritique peut être très supérieur au volume total du neurone, peut être une grosse fraction plutôt du volume total du neurone, jusqu'à 90% de ce volume. Les dendrites sont uniques mais le plus souvent multiples, elles sont souvent courtes, leur calibre est souvent assez irrégulier et décroissant du corps cellulaire vers les extrémités.
En général, ce sont des prolongements extrêmement ramifiés avec des branches multiples et très souvent également, la membrane de ces dendrites est hérissée d'épines dendritiques. Je vous ai dit que ça pouvait donner lieu à plus de 10 000 synapses. Et ces épines dendritiques sont en effet à chaque fois des terminaisons synaptiques, donc plutôt des éléments postsynaptiques de synapses. Et là, comme ce sont les dendrites qui vont collecter l'information par leur extrémité ou par leurs épines, eh bien la conduction de l'influx nerveux se fait de l'extrémité vers le corps cellulaire. Donc c'est une conduction dite cellulipète. Alors maintenant, on a vu qu'il y avait les neurites, proprement dit, axones dendrites, et on va s'intéresser maintenant à ces neurites, mais aussi à leur environnement. Et donc considérer donc maintenant les fibres nerveuses. Et on va distinguer des fibres nerveuses sanguines où le neurite est nu, neurite axone ou dendrite, donc est nu, et ça c'est le cas général dans la substance grise. Et également dans les endroits où vont être concentrées les synapses, ces endroits qu'on appelle les neuropiles. Dans le système nerveux périphérique, on n'a pas en général de fibres nues, c'est-à-dire que les fibres nerveuses sont toujours engainées et isolées des autres tissus, sauf au niveau des terminaisons dendritiques et axonales, donc au niveau des arborisations terminales. Donc dans d'autres cas, très nombreux, donc pratiquement en permanence, quand on est dans le système nerveux périphérique, et de façon également assez fréquente dans le système nerveux central, eh bien on aura autour du neurite, axone ou dendrite, on aura une gaine qui peut être de nature variable. Dans le système nerveux central, tout d'abord, on va avoir une gaine on va avoir des fibres qui sont entourées d'une gaine qu'on appelle la gaine de myéline, et on parle alors de fibres nerveuses myélinisées. C'est le cas dans la substance blanche du système nerveux central, substance blanche qui se trouve finalement assez centrale dans les structures encéphaliques, hémisphères cérébraux, également cervelet et tronc cérébral. Et par contre, dans la moelle épinière, la substance blanche va être plutôt périphérique. Donc dans cette substance blanche, on va avoir donc des fibres nerveuses myélinisées, axones ou dendrites, et ces fibres nerveuses myélinisées, constitutives donc, enfin très abondantes dans la substance blanche, cette gaine de myéline, de ces fibres nerveuses myélinisées est produite par des cellules particulières qui restent associées aux fibres nerveuses et qu'on appelle les oligodendrocytes. C'est une catégorie particulière de cellules gliales. Dans le système nerveux périphérique, on a deux situations. Le cas où on a effectivement création d'une véritable gaine de myéline, comme dans la substance blanche du système nerveux central. Et cette gaine de myéline fait qu'on a effectivement affaire à des fibres nerveuses myélinisées et elles sont constitutives, ces fibres nerveuses myélinisées, des nerfs périphériques. Ces nerfs périphériques sont d'ailleurs d'aspect blanchâtre et très riches en lipides et c'est bien sûr lié à la présence de ces gaines de myéline. Ces gaines de myéline sont produites dans le système nerveux périphérique par des cellules qu'on appelle les cellules de Schwann. Deuxième situation, un peu moins fréquente, où les fibres nerveuses sont entourées d'une gaine, mais qui est seulement une gaine cellulaire et pas une gaine de myéline. Et cette gaine est constituée aussi par des cellules de Schwann, mais cellules de Schwann qui ne constituent pas là de gaine de myéline. Et donc ces cellules de Schwann, cette gaine de Schwann va donner lieu finalement à ce qu'on appelle des fibres nerveuses amyéliniques. Dans le système nerveux central, donc, on va observer l'aspect de la gaine de myéline des fibres nerveuses myélinisées. Alors le plus souvent, on représente ces gaines de myéline, c'est quasiment dans tous les manuels, autour des axones. Mais il faut quand même bien savoir que les dendrites sont elles aussi très fréquemment myélinisées. Ce n'est pas exclusif aux axones.
Alors toujours est-il que cette gaine de myéline, on le voit, est une gaine qui est constituée de segments disjoints, c'est-à-dire qu'on a ces segments constituent ce qu'on appelle les internodes, et entre chaque segment, on a des zones plus étroites, on les appelle parfois des étranglements, ou nœuds décrits la première fois par Ranvier, donc on parle des nœuds de Ranvier. Donc on a en fait une structure discontinue, ce qui est tout à fait essentiel, et on voit que les éléments myélinisés proprement dites, les internodes, qui sont les segments de gaine de myéline, eh bien, ils sont associés à des cellules qui sont les oligodendrocytes. Et un oligodendrocyte est constitué d'un corps cellulaire avec quelques prolongements courts, et chaque prolongement va constituer autour d'un ou plusieurs neurites un segment internodal, un internode de gaine de myéline. Donc, vous voyez ici un oligodendrocyte qui donne naissance à 4 internodes. Alors, les internodes et la gaine de myéline, c'est en fait un enroulement membranaire. Un enroulement très serré de ces membranes qui fait que les membranes vont être ensuite apposées ou accolées les unes aux autres. Donc on va avoir les enroulements avec une densification forte de ces membranes, un aspect un petit peu asymétrique avec des lignes denses majeures et mineures. Bon, peu importe, c'est l'accollement des membranes par leur face externe et interne. Donc les membranes sont riches en lipides et donc on va avoir ici une myéline qui va être essentiellement de nature lipidique. Alors ce sont des membranes quand même très modifiées avec des lipides spécifiques et en réalité on aura des structures très compactes et surtout très étanches aux ions. Donc en réalité ces segments de gaine de myéline c'est comme l'isolant qui entoure un fil électrique. Et donc là on a effectivement des segments qui vont entourer le neurite et qui vont finalement isoler ce segment de neurite de l'environnement ionique. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, il ne pourra pas se produire de phénomène de dépolarisation et la dépolarisation correspondant à la propagation de l'influx nerveux, la dépolarisation donc va s'effectuer seulement au niveau des étranglements ou nœuds de Ranvier. Donc on va avoir des zones qui vont se dépolariser et cette dépolarisation va passer d'un nœud de Ranvier à l'autre. Donc ça va permettre une conduction dite saltatoire de l'influx, c'est-à-dire que l'influx nerveux va sauter d'un nœud de Ranvier à l'autre. Donc la dépolarisation va sauter d'un nœud de Ranvier au suivant. Et donc ça va permettre ce système, un peu compliqué, mais ça va permettre un gain de temps considérable puisque toute la membrane n'aura pas spécialement à se dépolariser, mais que la dépolarisation va se faire cette fois-ci de loin en loin. Et donc il y aura un gain de temps considérable, une accélération considérable de l'influx nerveux au niveau des fibres nerveuses myélinisées. Ça c'est valable aussi bien pour le système nerveux central que pour le système nerveux périphérique. Donc voilà une autre vue avec le corps cellulaire de l'oligodendrocyte, les prolongements courts et l'enroulement de la membrane de l'oligodendrocyte autour du neurite qui est ici. Et on voit très bien l'internode ici qui se termine avec des structures au niveau desquelles je ne vais pas entrer plus dans le détail. Et vous voyez qu'au niveau du nœud de Ranvier, on va avoir une petite dilatation de l'axone ou de la dendrite, et c'est ici, au niveau de cette membrane axonale ou dendritique nue, que va s'effectuer le phénomène de dépolarisation permettant la propagation de l'influx nerveux. Notons au passage que quand on dit que le segment ici axonal est nu, ce n'est pas totalement le cas, il y a quand même toujours une proximité d'une autre cellule gliale qui est en l'occurrence un astrocyte. Dernier point pour revenir à ces oligodendrocytes, eh bien ce sont des cellules gliales certes, mais qui ont très peu de capacité de régénération. Et donc il faut des stimulations particulièrement intenses pour que cette myélinisation se refasse et se restaure. Et que lorsque la gaine de myéline disparaît,
dans le système nerveux central, eh bien, on va avoir un gros temps de latence avant qu'elle se régénère. Alors ça arrive dans une situation pathologique bien connue, la destruction de la gaine de myéline. C'est dans un cas d'inflammation ou d'inflammation d'origine immunitaire qui correspond à une affection qu'on appelle la sclérose en plaques ou sclérose multiple pour les Anglais. Et donc là, effectivement, il y a dégradation de la gaine de myéline et la réparation s'effectue éventuellement de façon assez lente, puisque les oligodendrocytes, ces structures sont complexes et les oligodendrocytes ne se régénèrent pas facilement. Et donc c'est bien sûr un thème de recherche intéressant que d'essayer de voir comment on pourrait activer la régénération des oligodendrocytes. Ça, c'est juste pour vous illustrer comment se forme cette gaine de myéline. Donc au départ, on a une cellule de Schwann qui entoure un axone ou une dendrite, et on a effectivement l'axone de la dendrite qui est en quelque sorte incorporé dans la cellule de Schwann. Et puis vous avez ce qu'on appelle ici le mésaxone avec une apposition des deux membranes, et puis à partir de là, on va avoir un phénomène de rotation qui va s'effectuer autour de l'axone ou de la dendrite. Donc vous voyez bien ce phénomène d'enroulement de la membrane, donc comme c'est un allongement considérable du mésaxone. Et si vous imaginez que le phénomène se prolonge, dure encore plus longtemps, eh bien vous allez avoir effectivement un bel enroulement concentrique de membranes avec une transformation progressive de ces membranes ici en une belle gaine de myéline. Donc ici on a 3 tours de spire, mais selon le calibre du neurite qui est myélinisé, eh bien on peut avoir jusqu'à quelques dizaines, une cinquantaine de tours de spire au niveau de la gaine de myéline. Alors, on va passer au système nerveux périphérique, et tout d'abord un mot concernant les fibres nerveuses amyéliniques. Donc dans le système nerveux périphérique, eh bien, on n'a pas de fibres nues dans les tissus conjonctifs. On a toujours une gaine, et cette gaine s'arrête juste à l'arborisation terminale, mais cette gaine est une gaine de Schwann, c'est-à-dire qu'on a une cellule, ici, avec un noyau, un cytoplasme schwannien, et dans ce cytoplasme, eh bien, vont cheminer à la faveur d'une invagination membranaire, une ou plusieurs fibres nerveuses axones ou dendrites. Et éventuellement, on peut en avoir des gros paquets, d'assez nombreuses. Mais là, on a effectivement, en quelque sorte, une protection de cet axone ou de cette dendrite au sein de la cellule gliale, qui est la cellule de Schwann, et qui donc va isoler la cellule de son environnement extérieur, mais cette fois-ci, ça ne va pas être une isolation au sens électrique du terme, ça va être simplement que ces axones et dendrites seront simplement protégés du milieu extérieur et nourris par les cellules de Schwann. Dans le système nerveux périphérique, on a également des fibres nerveuses myélinisées, donc là on retrouve le phénomène de l'enroulement, c'est valable aussi bien pour le système nerveux périphérique que le système nerveux central, mais il y a une grosse différence, c'est que cette fois-ci, dans le système nerveux périphérique, la myélinisation s'effectue à partir des cellules de Schwann. Et donc la cellule de Schwann va accueillir finalement sur un trajet plus ou moins long un axone ou une dendrite, et autour de ces axones et dendrites, on aura le phénomène d'enroulement membranaire qu'on avait décrit à partir des prolongements tout à l'heure, à partir des prolongements de l'oligodendrocyte. La différence ici, c'est donc que le cytoplasme schwannien reste étroitement associé à la fibre nerveuse elle-même, et qu'on a une seule cellule schwannienne par internode, alors qu'on avait vu qu'un même oligodendrocyte pouvait donner naissance à plusieurs internodes et myéliniser donc plusieurs fibres nerveuses. Alors voilà d'ailleurs la différence entre le système nerveux central et périphérique. Donc ici, on a toujours les étranglements de Ranvier, mais qui sont beaucoup plus étroits que dans le système nerveux central. Et on voit ici qu'une cellule de Schwann constitue un seul internode, alors qu'un oligodendrocyte donne naissance dans le système nerveux central à plusieurs internodes. Donc différence assez sensible.
En ce qui concerne ces fibres nerveuses myélinisées, on va retrouver donc les internodes, mais qui seront beaucoup plus longs en général que dans le système nerveux central, un seul noyau de cellules de Schwann qui sera associé à chaque internode, les étranglements de Ranvier plus serrés, moins larges que dans le système nerveux central. Donc l'internode, c'est la gaine de myéline, quelques zones plus claires qu'on appelle les incisures, et on a à peu près décrit tous les éléments de cette fibre nerveuse myélinisée du système nerveux périphérique. Alors, les gaines de myéline, en ce qui concerne leur physiologie et physiopathologie, eh bien, elles ont plusieurs objectifs. Elles répondent à plusieurs nécessités. Tout d'abord, à la nécessité de protéger les fibres nerveuses. Et donc ça, c'est un élément essentiel, c'est isoler les fibres nerveuses de l'environnement qui est potentiellement toxique. Ensuite, elles vont permettre une très grande accélération de la vitesse de conduction, puisque cette vitesse de conduction qui est proportionnelle au calibre va passer de éventuellement quelque chose comme 1 mètre par seconde pour une fibre nue dans le système nerveux central à 100 mètres par seconde pour les fibres les plus rapides. Donc vous voyez, c'est un facteur de 2 log, donc facteur de 1 à 100. Et en plus, cette accélération est liée à la conduction saltatoire, puisque je vous ai dit que l'influx nerveux sautait d'un étranglement de Ranvier au suivant. Donc ça, c'est un avantage en termes de vitesse, mais c'est également un énorme avantage en termes d'économie, puisque la propagation de l'influx nerveux va susciter une dépense d'énergie. Alors l'ouverture des canaux ioniques, je vous l'ai dit, est passive, mais le fonctionnement des pompes qui repolarisent la membrane après la dépolarisation, eh bien, ce fonctionnement des pompes nécessite de l'ATP, donc nécessite la fourniture d'énergie. Et donc, le passage de l'influx nerveux est un système qui est un processus, c'est un mécanisme qui consomme de l'énergie. Et donc, on a effectivement, grâce au fait que dans les fibres nerveuses myélinisées, plus que certaines zones qui se dépolarisent, c'est une minorité des régions neuritiques qui se dépolarisent, et bien à ce moment-là, on va avoir un gain énergétique considérable. En pathologie, eh bien, on a la gaine de myéline, les altérations de la gaine de myéline peuvent provoquer certaines pathologies comme la sclérose en plaques. Et dans la sclérose en plaques, les neurones ne sont pas spécialement atteints, ne sont pas spécialement détruits, mais ce qui est pathologique, c'est la vitesse de transmission de l'influx nerveux, puisque la gaine de myéline disparaît par endroits, par tâche, par plaque, donc effectivement, d'où le terme de sclérose en plaques, eh bien, on va avoir des zones où l'influx nerveux passera moins bien, et donc on aura des déficits provisoires dans le fonctionnement neuronal. Le provisoire peut se transformer en déficit définitif s'il y a des phénomènes inflammatoires trop intenses qui finissent par tuer les neurones. Donc la gaine de myéline, elle, on a vu une fonction de protection, une accélération de la vitesse de conduction, une réduction de la dépense énergétique. Pour la gaine de Schwann, c'est l'effet protecteur qui est l'effet principal. Mais donc au niveau des fibres myéliniques, on va avoir une vitesse de conduction beaucoup plus lente qu'au niveau des fibres nerveuses myélinisées. Donc on a terminé avec l'étude des neurones proprement dit. On va maintenant s'intéresser à la névroglie. Et donc la névroglie, elle correspond à l'ensemble des cellules qui sont associées aux neurones dans le tissu nerveux. Donc ces cellules, on va donner tout d'abord des éléments de classification, se répartissent en une névroglie dite centrale et une névroglie périphérique. Donc selon qu'on est dans le système nerveux central ou dans le système nerveux périphérique. Dans le système nerveux central, donc névroglie centrale, on va observer également deux grandes familles de cellules névrogliques, ou deux grandes familles de cellules gliales. Donc les unes vont constituer ce qu'on appelle la névroglie épithéliale. La névroglie épithéliale, comme son nom l'indique, est composée de cellules qui prennent l'aspect d'un épithélium. Cette névroglie épithéliale va principalement tapisser toutes les cavités contenant du liquide céphalorachidien.
donc les cavités ventriculaires et le canal de l'épendyme, pour la moelle épinière. Donc on a là des cellules qui vont être associées les unes aux autres, comme dans la paroi de l'intestin par exemple, mais on va avoir des cellules un petit peu différentes, bien évidemment. Cette névroglie épithéliale, on va la trouver aussi au niveau de ce qu'on appelle les plexus choroïdes, qui sont les endroits où s'effectue la production du liquide céphalorachidien. Alors dans le cœur même du système nerveux central, on aura ce qu'on appelle la névroglie interstitielle. Névroglie interstitielle, au niveau de laquelle on va observer trois grandes populations cellulaires, deux constituant ce qu'on appelle la macroglie, donc les astrocytes d'une part et les oligodendrocytes d'autre part. On vient de parler assez abondamment des oligodendrocytes, qui sont les cellules capables de myéliniser les fibres nerveuses myélinisées du système nerveux central. Deuxième grande famille, ce sont les oligodendrocytes qui sont les plus abondants, mais on a ensuite immédiatement derrière les astrocytes, donc cellules de forme étoilée, d'où leur nom d'astrocyte. Et ensuite, deuxième grande famille dans la glie interstitielle, et troisième population cellulaire, c'est la microglie, donc cellule de petite taille, et composée de microgliocytes, donc, dont on va reparler un petit peu après. Pour la névroglie périphérique, donc on va avoir des cellules de Schwann, mais ça on en a déjà parlé dans les nerfs périphériques, à la fois non myélinisées et myélinisées, et également les cellules satellites qui sont associées au corps cellulaire des neurones du système nerveux périphérique, donc dans les différents ganglions, alors soit ganglions rachidiens, soit les ganglions inclus ou à l'extérieur des parois des organes creux, intestins, etc. Alors voilà l'aspect de la névroglie observée dans le système nerveux central. En violet mauve ici, ce sont des neurones, et on voit qu'associés à ces neurones, on va trouver différentes populations de cellules. Tout d'abord les cellules de la névroglie épithéliale, ici en vert, ensuite les astrocytes, en violet foncé, les oligodendrocytes, que vous reconnaissez bien ici en jaune, donc qui constituent les internodes de la gaine de myéline, et puis en bleu, cellules de plus petite taille, les microgliocytes. Alors vous voyez que les oligodendrocytes constituent les gaines de myéline, ça c'est connu. La névroglie épithéliale forme un isolant, un tapis entre le parenchyme nerveux et le liquide céphalorachidien, donc une barrière là. Et puis les astrocytes, par contre, vous voyez que ce sont des cellules avec des prolongements multiples, et ils auront des fonctions multiples. Ces astrocytes vont d'abord émettre toutes sortes de prolongements, un petit peu comme les neurones, mais ça n'a pas du tout les mêmes finalités. Donc ces prolongements vont d'une part aller constituer ici des pieds terminaux qui vont engainer tous les vaisseaux sanguins, ce qui va finalement isoler les vaisseaux sanguins du parenchyme nerveux. Ensuite, autres prolongements qui vont aller s'associer étroitement au corps cellulaire et aux axones, aux fibres nerveuses nues du système nerveux central. Et également des prolongements qui vont aller jusqu'au niveau des synapses. Suivant qu'on est dans la substance blanche ou dans la substance grise, on aura deux familles d'astrocytes, les astrocytes fibreux dans la substance blanche, donc avec des prolongements assez fins et assez longs. Donc c'est ces astrocytes qui vont par exemple aller former des pieds terminaux au sein de vaisseaux sanguins de la substance blanche, ou bien éventuellement au niveau des étranglements de Ranvier. Dans la substance grise, les astrocytes sont dits protoplasmiques, avec des prolongements plus irréguliers, plus épais. Ils vont toujours aller former des pieds terminaux autour des vaisseaux sanguins, mais également vont aller former des projections autour des neurones.
Et puis, comme je vous l'ai dit, on a toujours au niveau des étranglements de Ranvier, mais aussi au niveau des synapses, des astrocytes qui viennent un petit peu fermer l'espace synaptique. Ce qui fait que la fente synaptique est un espace de diffusion assez restreint grâce à la présence des astrocytes. Donc on voit les astrocytes ici en jaune. Ici, on va voir que les astrocytes vont s'insinuer au niveau à proximité immédiate des fentes synaptiques. Ça, c'est donc un effet de remplissage en quelque sorte par les cellules gliales et un soutien également, une fonction de soutien, mais ici on va avoir une intervention des astrocytes dans la neurotransmission. Parce que les astrocytes sont capables de recycler certains neurotransmetteurs, donc le glutamate, mais sont également capables de recevoir des informations des neurones, ils ont des récepteurs au glutamate par exemple, et ils vont éventuellement pouvoir délivrer des messages aux neurones grâce à des gliotransmetteurs comme le glutamate ou la sérine D. Alors, les autres fonctions des astrocytes, donc on a vu soutien, isolement des vaisseaux sanguins, ça veut dire que au niveau des vaisseaux sanguins, les astrocytes vont constituer ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique qui va filtrer considérablement tous les éléments pour éviter que des toxiques passent du sang vers le tissu nerveux, mais aussi pour capturer activement le glucose et le transformer en acide lactique qui est la substance énergétique par excellence du neurone, mais également pour empêcher que certaines hormones et facteurs de signalisation passent du sang directement aux neurones. Donc on a finalement là une barrière extrêmement efficace qui va également empêcher un certain nombre de cellules de traverser. Ensuite, les astrocytes vont nourrir les neurones puisqu'ils vont servir effectivement d'intermédiaires entre les vaisseaux sanguins et les neurones et ils vont transmettre aux neurones un grand nombre de leurs nutriments, pas tellement l'oxygène qui diffuse assez librement, mais surtout les substrats énergétiques et en particulier l'acide lactique et non le glucose directement. Donc ils vont métaboliser des substances pour permettre la fourniture aux neurones, pour permettre donc la fourniture de substrats énergétiques directement utilisables par le neurone. Et ensuite, il y aura des communications entre astrocytes et neurones, par exemple ici au niveau des synapses. Alors, autre population de cellules névrogliques, les microgliocytes, qui eux sont des cellules de la glie, mais qui ne proviennent pas du tissu nerveux au départ. Ce sont des cellules qui dérivent du système immunitaire et donc qui proviennent de la moelle osseuse. Et ce sont des cellules qui sont capables de se transformer en macrophages. Ils vont surveiller en permanence l'état des autres cellules gliales et des neurones. Et dès qu'il y a des éléments à récupérer, à détruire, ou des infections à juguler, ou des inflammations à contrôler, eh bien ce sont les microgliocytes qui s'en chargent. Alors ils ont au départ, au repos, tant qu'il n'y a pas de stimulation, ils ont cet aspect avec des prolongements très grêles, très ténus, et ils sont tout petits, mais dès qu'il y aura une stimulation, ils vont prendre une taille beaucoup plus volumineuse, ils vont se transformer en ce qu'on appelle des ameubocytes, et ils vont éventuellement acquérir des capacités macrophagiques, et ils vont pouvoir appeler sur place un grand nombre de cellules immunocompétentes. Enfin, la névroglie épithéliale, donc comme je vous l'ai dit, elle entoure toutes les cavités renfermant du liquide céphalorachidien, et donc là c'est ce qu'on appelle les cellules épandymères ou épandymocytes, et puis éventuellement au niveau des ventricules également, on aura les cellules des plexus choroïdes pour donner naissance finalement pour filtrer le liquide céphalorachidien à partir des vaisseaux. Dans le système nerveux périphérique, on a donc, je vous l'ai dit, les cellules de Schwann, je ne vais pas y revenir, mais par contre, on a aussi des cellules satellites qui vont accompagner les neurones, par exemple dans les ganglions rachidiens, vous vous souvenez de ces neurones pseudo-unipolaires, donc on a des cellules satellites ici bien visibles autour des cellules des ganglions rachidiens, mais on a aussi des cellules satellites dans les ganglions mésentériques par exemple, ou dans les ganglions mi-entériques, donc dans les muscles. Donc, pour terminer, l'histophysiologie de la névroglie. Donc, la névroglie assure la protection des neurones
je n'ai pas dit, mais les neurones, la glie forme également les méninges qui vont entourer le tissu nerveux. Elle constitue, par les astrocytes, la barrière hémato-encéphalique, astrocytes et vaisseaux. Ensuite, elle protège les neurones par leur expansion périsynaptique et périneuritique et périssomatique d'ailleurs. Elle constitue l'épendyme, les cellules satellites, elle constitue les gaines neuritiques, gaines de Schwann, gaines de myéline. Donc vous voyez, il fait pas mal de fonctions de type protection. Ensuite, nutrition, par les expansions astrocytaires périneuronales, aussi bien au niveau des corps cellulaires que des prolongements et que des synapses. Elles recyclent des transmetteurs. Elles ont une fonction dans la neurotransmission. On a parlé des synapses tripartites. Et puis, elles accélèrent la conduction de l'influx nerveux, notamment au niveau des gaines de myéline. Enfin, elles produisent et résorbent le LCR. Et enfin, elles assurent la surveillance immunitaire du système nerveux central grâce à la microglie.